L'Éthiopie va expulser 7 responsables de l'ONU, a déclaré ce jeudi 30 septembre le ministère des Affaires étrangères à Addis Abeba. Ces diplomates ont été déclarés persona non grata par le gouvernement et doivent quitter la capitale dans les 3 jours. Accusés d'ingérence dans les affaires internes du pays, mais également de fournir de faux rapports à la communauté internationale dans le but de discréditer le gouvernement d'Addis Abeba, l'Éthiopie a pris les devants. La représentante de l'UNICEF en Éthiopie, 5 diplomates du bureau de la coordination humanitaire de l'ONU ou encore un responsable du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies vont devoir quitter la capitale éthiopienne d'ici dimanche. Ces 7 diplomates sont accusés d'ingérence dans les affaires internes du pays selon le gouvernement éthiopien qui a émis cette annonce ce jeudi. Cette expulsion spectaculaire est le résultat de plusieurs mois d'escalade entre d'une part le gouvernement éthiopien et de l'autre une communauté humanitaire de plus en plus frustrée, notamment parce qu'ils n'arrivent pas à mettre un corridor humanitaire en place pour la région du Tigré sans la surveillance d'Addis Abeba. L'ONU continue à faire pression pour obtenir la mise en place de ce corridor et se plaint du contrôle accru d'Addis Abeba, aussi bien physique qu'administratif. Le directeur de cette même agence humanitaire onusienne, le Britannique Martin Griffiths, a été jusqu'à comparer cette semaine la catastrophe en cours au Tigré à la famine des années 80 en Éthiopie. Ce jeudi, dans un communiqué, le secrétaire général des Nations Unies s'est dit choqué, prétendant, comme à son habitude, que toutes les opérations humanitaires des Nations Unies sont guidées par les principes fondamentaux d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance. Et Antonio Guterres d'ajouter qu'en Éthiopie, l'ONU fournit une aide vitale, y compris de la nourriture, des médicaments, de l'eau et du matériel d'assainissement aux personnes qui en ont désespérément besoin afin de réaffirmer pleinement sa confiance dans le personnel de l'ONU qui se trouve en Éthiopie pour faire ce travail. À noter que d'autres agences humanitaires avaient déjà été sanctionnées en Éthiopie, c'est notamment le cas de Médecins sans frontières et du Conseil norvégien pour les réfugiés, dont les activités sont toujours suspendues depuis août dernier. D'ailleurs, pas qu'en Éthiopie, mais dans plusieurs pays d'Afrique. Les États-Unis condamnent avec la plus grande force l'expulsion de 7 responsables d'agences de l'ONU, décidée par le gouvernement éthiopien, a dit jeudi la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki. Washington n'hésitera pas à utiliser tout outil à sa disposition, a-t-elle ajouté en rappelant que les autorités américaines avaient la possibilité de prendre des sanctions financières contre les protagonistes du conflit ravageant le nord de l'Éthiopie. Ces propos sont tirés d'un média occidental qui, bien évidemment, ne mentionne pas les raisons qui poussent le gouvernement à agir de la sorte. Car les causes sont bel et bien véridiques. À plusieurs reprises, Addis Abeba avait déjà exhorté à l'ONU et aux ONG de se plier aux règles de l'Éthiopie pour intervenir humanitairement, entre guillemets, dans le pays et non d'imposer leurs propres règles. Si l'initiative a seulement un but humanitaire, pourquoi faire autant de remue-ménage? Pourquoi un régime de sanctions à l'américaine qui est seulement pénalisant pour la population que justement ces Occidentaux prétendent vouloir aider? C'est justement grâce à la fermeté d'Addis Abeba que les rebelles du TPLF se font écraser par les forces militaires éthiopiennes. Les fameux corridors humanitaires servent justement à réarmer les groupes rebelles ou terroristes afin d'alimenter les conflits au sein d'un pays tierce. À de nombreuses reprises, cela a été observé dans de nombreux pays africains et dans le Moyen-Orient également. L'Éthiopie use de l'expérience de bon nombre de pays afin de ne pas tomber dans les pièges sournois que lui tente cette fameuse communauté occidentale qui ne cherche qu'à renverser et à déstabiliser Addis Abeba pour faire reculer le pays de plusieurs décennies dans sa quête de développement et par la même occasion de transformer la corne de l'Afrique en un deuxième Sahel. Addis Abeba, la population éthiopienne et l'armée fédérale sont unis pour défendre la souveraineté et l'intégrité de l'Éthiopie et de toute la région. Au Mali, décidément, le terme d'abandon que le Premier ministre malien a prononcé lors de son discours à l'Assemblée générale de l'ONU n'a pas laissé indifférent l'oligarchie française. Après la ministre française des Armées, Florence Parly, et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, c'est le tour du président Macron de donner une réponse au Premier ministre malien. « J'ai été choqué. Ces propos sont inacceptables », a réagi le président français ce jeudi. « C'est une honte et ça déshonore ceux qui n'aiment même pas un gouvernement
gouvernement issu de 2 coups d'État, a déclaré le chef de l'État français qui répondait à RFI en marge du dîner de clôture de la saison Africa 2020 à l'Élysée. Je sais que les Maliens ne pensent pas ça, a estimé Emmanuel Macron. Nous sommes exigeants parce que nous sommes engagés et nous voulons lutter contre le terrorisme et pour la sécurité, a-t-il ajouté. Nous sommes là parce que l'État malien l'a demandé. Sans la France, le Mali serait dans les mains des terroristes, selon lui. Le président français a dit attendre des dirigeants de la junte qu'ils respectent leurs engagements, qu'en février, il y ait des élections, qu'ils arrêtent de mettre en prison les opposants politiques, qu'ils fassent leur travail, c'est-à-dire le retour de l'État, ce qu'ils ne font pas depuis des mois. Il faut rappeler une chose, c'est que le Mali a été contraint à l'époque de demander l'intervention de la France lors du mandat de François Hollande. Il est important de rappeler que Bamako avait seulement demandé une aide aérienne pour faire reculer la fameuse colonne de pick-up qui venait du nord et qui comptait prendre le pays tout entier. Ce que Paris avait refusé. Selon certains documents recueillis par des médias, Paris avait insisté pour que Bamako reformule sa demande d'intervention aérienne par écrit donc et demande également une intervention terrestre. Et que les autorités maliennes doivent également envoyer une copie de cette demande à l'ONU. C'est comme ça, avec le couteau sous la gorge, que le Mali a demandé également une intervention terrestre. Et bien sûr, avec toutes les conditions que Paris a imposées sans négociation avec Bamako. C'est entre autres donc avec ces conditions imposées à Bamako que Paris est resté inattaquable lorsque l'affaire de la frappe aérienne sur un mariage à Bounty a éclaté. Ces dernières années, les propos de l'oligarchie française ont toujours été blessantes. Aucun hommage de la part de Paris aux nombreux civils, aux soldats maliens qui ont perdu la vie, mais de l'autre côté, le Mali tout entier était contraint de porter un hommage à la 50aine de soldats français soi-disant morts dans une guerre contre le terrorisme. Le jour où nous verrons une guerre de près d'une dizaine d'années faire une 50aine de morts seulement, les poules auront des dents. Donc Paris ne se trouve clairement pas dans une guerre, contrairement aux Maliens. Cela dit, lorsque le président Macron déclare en effet que les Maliens ne pensent pas à un abandon, il a raison. Car les Maliens veulent un départ de ces troupes d'occupation étrangère de leur pays et ces troupes partent. Et il est clair que les Maliens ne verront pas donc cela comme un abandon. Et pour finir, le président Macron affirme ouvertement que sans la France, le Mali serait entièrement aux mains des terroristes. Mais c'est plutôt grâce à la France que le terrorisme s'est organisé et s'est métastasé à travers donc le Mali, mais toute l'Afrique de l'Ouest, au point maintenant de menacer les pays de la côte du golfe de Guinée. Les Maliens poussent la France vers la sortie et mettront également les Européens dehors. Et ça, c'est une réalité. La France est en panique devant la force imprévisible des Maliens, sinon elle n'aurait pas bougé de sa place. Le régime israélien en tant qu'observateur au sein de l'Union africaine continue de provoquer un scandale. Au début de son adhésion, plusieurs chefs d'État africains ont montré leur désaccord en affirmant qu'aucun pays n'a été consulté. Mais outre les chefs d'État, c'est maintenant les organisations de la société civile qui s'y mettent. Plusieurs organisations donc de la société civile sénégalaise entre autres ont fait part dans une déclaration de leur opposition d'accorder donc au régime israélien le statut de pays observateur au sein de l'Union africaine. Non à un statut de membre observateur pour Israël au sein de l'Union africaine. C'est l'appel lancé par plus de 25 organisations de la société civile. Dans une déclaration commune, ces organisations parmi lesquelles la RADDHO et Amnesty donc International au Sénégal informent que le 22 juillet dernier, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a laissé sous-entendre comme un fait accompli une décision d'admission à l'Union africaine du régime sioniste en qualité de membre observateur. Pour les organisations signataires de cette déclaration, une telle disposition, si elle venait à être entérinée à l'occasion du prochain Conseil exécutif de l'Union africaine prévu à la mi-octobre, serait en contradiction flagrante avec l'acte constitutif de l'Union ainsi qu'avec la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et plus généralement avec les intérêts supérieurs bien compris du continent africain tout entier. D'ailleurs, d'après les auteurs du document, d'ores et déjà quelques 23 pays africains, l'Algérie, l'Égypte, l'Afrique du Sud et plusieurs pays
pays de la SADC et de la Ligue arabe, entre autres, se sont publiquement démarqués d'une telle perspective. De plus, pour conforter leur position, ils rappellent que l'acte constitutif de l'Union africaine, tout comme la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dans leur préambule comme dans plusieurs de leurs articles, condamnent le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, la domination sous toutes ses formes et affirment le droit des peuples colonisés ou opprimés à lutter pour leur libération. Ces organisations de la société civile soutiennent qu'en cherchant à se rapprocher de l'Afrique, Israël cherche en réalité à étendre son influence sur le continent africain et du même coup à isoler l'État de Palestine en lui ôtant toute possibilité de base arrière sur le continent. Et les signataires de la déclaration de s'interroger sur la pertinence de cette démarche des dirigeants africains. Mais peut-on décemment, au nom de la prétendue avantage économique, se livrer à du marchandage sur le dos de la liberté du peuple palestinien, surtout si, à la suite du président Nelson Mandela, nous savons tous très bien que la liberté de l'Afrique ne sera jamais complète sans celle des Palestiniens. Comment un pays qui prône un acte de colonisation, l'apartheid, le terrorisme, la violation flagrante et constante des résolutions des Nations Unies sur la Palestine de 1947 à nos jours, qui se livre à des crimes contre l'humanité et nie le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, peut-il se voir octroyer aujourd'hui le statut de membre observateur de l'Union africaine, lequel lui a été refusé depuis 2002. Pour Seydi Gassama et ses camarades, la seule attitude qui vaille, c'est conformément à la tradition de l'Union africaine de décider par consensus de ne pas admettre Israël en tant que membre observateur. S'agissant du Sénégal, ils estiment que sa diplomatie est hautement interpellée. Selon eux, le Sénégal, qui devra d'ailleurs assurer la présidence tournante de l'Union africaine au début de l'année prochaine, ne saurait admettre que sous son magistère soit consacrée la décision sinistre et infamante de voir le régime sioniste d'Israël plastronné impunément aux côtés des pays du continent. Ces organisations qui rappellent que le Sénégal a su assez tôt entretenir une relation historique de solidarité avec la cause palestinienne précisent que c'est aussi le seul pays au monde à présider sans interruption depuis 1975 le Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Une responsabilité, ajoute-t-elle, qui doit le pousser à toujours faire plus que tous les autres, que ce soit dans le cadre de ses relations bilatérales ou au sein de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'OCI, de l'ONU et autres instances internationales. Outre le refus du statut de membre observateur pour Israël au sein de l'Union africaine, les acteurs de cette déclaration estiment qu'il est temps de renforcer nos capacités d'organisation et de mobilisation pour la multiplication de manifestations de masse diversifiées, la promotion du mouvement BDS, dont boycott, désinvestissement, sanctions, le déploiement de campagnes plus fortes de protestation et de dénonciation contre les menées criminelles d'Israël en terre de Palestine occupée. Israël n'a décidément pas sa place en Afrique. Dernièrement, le Soudan, qui avait pourtant été contraint à normaliser avec Israël, avait clairement annoncé ne pas vouloir laisser le régime sioniste installer une ambassade à Khartoum. Les Occidentaux n'ont toujours pas compris que les pays africains, même sous la contrainte, arrivent toujours à contrecarrer ce que les colonisateurs leur imposent. Et au final, les Africains arriveront à faire comprendre aux Occidentaux que le continent africain est souverain et que l'ère du colonialisme est bel et bien révolue. Au Sénégal, une petite entreprise dénommée Ecopave fabrique des pavés à base de déchets plastiques, une initiative qui participe à la valorisation des déchets. Cette entreprise s'en va en guerre contre les déchets qui polluent l'écosystème. Son credo, récupérer les déchets plastiques pour en faire des pavés. Elle donne ainsi aux déchets plastiques une seconde vie pour éviter qu'ils ne finissent dans les décharges ou pire dans les rues. Le plastique est collecté, nettoyé avant d'être concassé et mélangé avec du sable. Et le tout est ensuite déposé dans des moules à chaud pour former les pavés.
Selon l'entreprise, les pavés écologiques sont de meilleure qualité. Ils sont 10 fois plus résistants que ceux en béton et ils peuvent être utilisés pour revêtir les sols, mais aussi embellir nos villes, tout en ayant un impact positif sur l'environnement. L'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Elle envisage également de passer à la création de briques de construction régulières. Pour cela, Ecopav estime avoir besoin de plus de soutien de la part de l'État, mais surtout des collectivités locales qui lancent très souvent des travaux d'aménagement et de pavage des boulevards et artères. Au Togo, les projets digitaux du gouvernement seront désormais coordonnés par une agence qui sera créée bientôt. Et dans cette dynamique, un conseil des ministres ce mercredi, l'exécutif a examiné et adopté le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'agence Togo Digital. La nouvelle entité se chargera d'appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre de ces projets digitaux qui concernent 75% de la feuille de route quinquennale. Elle va également s'assurer de leur cohérence et contribuer à l'efficacité dans l'utilisation des moyens de l'État, précise le communiqué. Au rang des missions assignées à l'ATD est prévu l'accompagnement des ministères et administrations dans la dématérialisation de leurs services. L'examen de ce projet de décret, en effet, semble en phase avec la vision des autorités togolaises qui est de faire du digital un levier de croissance économique inclusive et durable. En mars dernier, elles avaient adopté un décret portant sur la numérisation des moyens de paiement dans l'administration publique qui vise l'inclusion financière. En lien avec cette vision, le pays s'est doté en juin dernier de son premier centre de stockage et la sécurisation des données sensibles dénommé Lomé Data Center. Pour traiter le métal jaune, la plupart des producteurs africains d'or ont longtemps eu recours aux raffineries outre-Atlantique, se privant ainsi d'une partie des recettes liées à cette étape de la chaîne de valeur. Mais la situation change progressivement grâce au Rwanda et au Nigeria notamment. Dans 2 mois, l'État ghanéen devrait disposer, par le biais de l'entreprise publique Precious Mineral Marketing Company, de sa première mine d'or. C'est ce qu'a annoncé cette semaine le vice-ministre des Terres et des Ressources naturelles en marge d'un atelier sur la numérisation des permis d'exploitation minière à petite échelle. Fruit d'une collaboration avec l'Inde, cette raffinerie deviendra la 3e du pays après les installations de Gold Coast Raffinery et Sahara Royal Gold Raffinery, toutes deux appartenant à des investisseurs privés. Les travaux de construction sont achevés à 85% apprend-on et cette raffinerie viendra accroître les recettes que génère l'exploitation du métal jaune dans le pays. Pour rappel, le Ghana est le premier producteur africain d'or depuis 2018 avec notamment 4,02 millions d'onces livrées l'année dernière. Au Bénin, le gouvernement alloue 22 milliards de francs CFA au projet de dragage du lac Ahémé au sud-ouest du pays. Le projet vise surtout à sauvegarder les espèces halieutiques qui font la spécificité de ce plan d'eau. Les travaux de dragage ont commencé sur le lac Ahémé, le chantier est piloté par le ministère béninois du cadre de vie et du développement durable qui a récemment annoncé le financement de 22 milliards de francs CFA et c'était lors d'une conférence de presse tenue dans la ville de Cotonou. Dans le cadre du projet en cours, des engins mécaniques seront utilisés pour enlever du sable accumulé dans le lac. Le plan d'eau couvre une superficie de 18 hectares et est approvisionné par la rivière Koufo au sud-ouest du pays. Actuellement, les espèces halieutiques qui font la richesse de ce plan d'eau sont menacées. Outre la sauvegarde de cette ressource, le projet permettra également d'améliorer la qualité de l'eau du lac dont se servent les habitants à proximité pour différentes activités. Selon le ministre béninois du cadre de vie et du développement durable, les populations vivant autour du plan d'eau attendent la réalisation de ce projet depuis plus de 50 ans maintenant.